Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Petit rituel comme d'habitude, je suis toujours en train de lire La Horde du Contrevent de Damasio. Comme vous voyez, je prends mon temps, donc voilà. Et les films de SF vus récemment, j'en ai pas vu, mis à part peut-être la série The Last of Us, que j'ai beaucoup aimé. J'adore vraiment l'histoire de The Last of Us, c'est incroyable. Et je devrais pas tarder à jouer au jeu intégralement. Donc voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? J'avais envie d'aborder avec vous les archétypes de la SF, parce que tout bon genre a son lot d'archétypes, avec leurs codes, mais aussi leurs clichés. Et donc dans cette première partie d'épisode, j'avais envie d'aborder et d'analyser avec vous les archétypes principaux de la science-fiction. J'en ai identifié 4, mais dans cet épisode, on va commencer avec le savant fou et le robot. Je ne vous spoilerai pas pour les deux autres, vous écouterez quand la deuxième partie sortira. Je tiens à préciser que je ne vais pas pouvoir parler de tout parce que, que ce sont des archétypes super anciens et super abordés partout, donc voilà, je m'excuse d'avance si j'en frustre certains ou certaines. Comment ces deux archétypes ont-ils évolué au fil des années ? D'où viennent-ils ? Et qu'est-ce qu'ils disent de notre humanité ? Frankenstein, Dr. Folamour, Rick Sanchez, Dr. Jekyll, Emmett Brown ou encore le professeur Farnsworth. Vous l'avez compris, on va commencer par le savant fou. Le savant fou est dans son monde déconnecté de la réalité, obnubilé par la quête du savoir universel, ce qui explique son look très souvent négligé. Il a souvent comme seuls amis ses tubes à essai et ses éprouvettes. Le savant fou se pense au-dessus du commun des mortels car il pense être le seul à pouvoir atteindre un jour le savoir qui transcendra l'humanité. Comme les très célèbres Frankenstein ou le Dr. Faust qui se sont pensés assez malins pour jouer avec les forces divines et diaboliques et qui en ont payé le prix fort. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! On a plusieurs types de savants fous. Le savant fou, pas forcément méchant, mais misanthrope qui n'en a rien à faire de l'humanité et qui s'oublie dans son ambition. Je pense ici au capitaine Nemo, un très grand génie créé par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, qui explore les fonds marins avec son fidèle compagnon, le Nautilus, pour fuir la société. Nemo vient d'ailleurs du latin Nemo qui signifie pas un homme et qui, à mon sens, illustre parfaitement l'aspect sauvage et ermite du savant fou qui ne se compte pas parmi les hommes. On a évidemment le savant fou super vilain, génie du mal, malveillant et dangereux. Ici, on ne manque pas d'exemples. Mais je pense que dans l'archétype du méchant savant fou, on peut distinguer deux types. Celui qui est foncièrement méchant et qui part avec de très mauvaises intentions, et celui qui part sans intention malveillante ou hostile, mais qui peut devenir dangereux à force de se perdre dans ses innovations. Là, on peut penser directement au docteur Frankenstein qui se lance dans la quête de donner la vie. Il part sans intention malveillante et ce n'est qu'après coup, qu'après avoir réalisé qu'il avait en fait créé un monstre, qu'il comprit son erreur et son imprudence. Car par sa faute, sa création commettrait un meurtre. On a aussi le docteur Griffin, plus connu sous le nom de l'homme invisible dans le roman du même nom de H.G. Wells. Il applique sur lui la formule scientifique de l'invisibilité qu'il a lui-même découverte afin de fuir sa pauvreté et ses créanciers. Donc c'est un peu un acte de survie quoi. Mais au fil du temps, alors qu'il regrette son invisibilité, le docteur Griffin sombre peu à peu dans les larcins, le meurtre et enfin la démence. Pour moi, l'homme invisible, c'est vraiment l'illustration parfaite du savant qui sombre dans la folie et la mégalomanie, qui perd tristement tout lien avec la réalité. C'est une œuvre qui, je trouve, aborde la souffrance psychique et la santé mentale de manière assez dark quand on prend du recul, et pour le coup, dans cette œuvre, le mot fou, dans savant fou, prend tout son sens. Enfin, on a les savants fous qui n'existent que pour causer le mal. On peut penser à Rotwang dans le Métropolis de Fritz Lang, qui crée et manipule l'iconique gynoïde comme un outil de vengeance, mais aussi le docteur Folamour de Stanley Kubrick, qui, face à la menace nucléaire, accepte avec humour la fin de l'humanité et n'a d'autre solution que d'emmener 10 femmes et un homme sous terre pour qu'ils perpétuent l'espèce humaine. Encore une fois, on voit l'excentricité et l'absurdité inhérentes aux savants fous qui peuvent vraiment faire peur. Plus globalement, le savant fou représente la science avec un grand S, et plus précisément les dangers de la science, les dangers du progrès et des expériences inacceptables. Il bafoue l'éthique, transgresse, ne s'interroge jamais sur les conséquences de ses innovations sur la nature ou l'humanité, il est un génie sans limite. Ce qui a longtemps caractérisé le savant fou, à mon sens, c'est son rapport avec le divin, avec le questionnement de la place de l'homme dans l'univers, questionnement qui va mener à la transgression, à l'inacceptable. Le mythe de Faust, rendu célèbre par Goethe en 1808, est, je pense, la pierre angulaire qui a mené à cet archétype. Le docteur Faust, savant allemand qui a réellement existé au XVe-XVIe siècle, aurait vendu son âme au diable afin de percer le mystère de l'existence. Bien évidemment, il connaît une fin terrible.
Impossible de ne pas relier ce mythe au Frankenstein de Shelley, que je cite énormément, décidément, mais c'est normal au vu de notre sujet. Morale de ces deux histoires, trahir Dieu, c'est pas bien. Comme tout bon mythe, on sent passer ce sens moral qui vient nous remettre sur le droit chemin et qui nous rappelle que nous ne sommes que des êtres soumis par des lois qui nous transcendent. L'archétype du savant fou connaît un tournant avec la Seconde Guerre mondiale, après la création de la bombe nucléaire, mais aussi avec la découverte des camps de concentration. La science devient de plus en plus incontrôlable et le savant fou de plus en plus sans limite. Cela précède l'apparition du Code de Nuremberg, liste de 10 critères précisant dans quelles conditions une expérimentation sur l'être humain est acceptable ou non. Ce code est né dans le cadre du procès des médecins de Nuremberg à la suite de la découverte des expériences médicales sur des prisonniers des camps de concentration. Ce code devient la limite symbolique et universelle, un peu le fruit défendu que tout scientifique se doit de préserver. Et cette limite sonne un peu comme une solution d'urgence pour réprimer le génie maléfique qui sommeille en l'humanité. En gros, on a vu ce que l'homme était capable de faire en période de guerre et à quel point la science pouvait être une arme destructrice, et on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre Léo là. Si le savant fou fait peur, il peut s'avérer aussi très comique. Le professeur Farnsworth dans Futurama, Rick Sanchez dans Rick et Morty ou encore Emmett Brown dans Retour vers le futur sont plus des vieux cinglés incompris que des génies du mal. Pour moi, ces personnages pathétiques représentent l'illusion d'un savoir absolu ou l'échec de l'humanité à atteindre ce savoir existentiel à jamais inatteignable, mais dont quelques savants impuissants en rêvent encore. J'ai dû fabriquer une bombe. J'ai fabriqué une bombe. Quoi? Une bombe? On va la balancer là-dessous et prendre un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. Oh, mais enfin, c'est n'importe Reste quoi! zen Morty, ça va être chouette, tu vas voir. J'ai vraiment essayé de chercher des savantes folles, mais c'est très très difficile. Je pense que c'est parce que la science a longtemps été une discipline réservée uniquement aux hommes. Voilà pourquoi on ne retrouve aucune savante folle. Et d'ailleurs aujourd'hui je trouve qu'on voit de moins en moins cet archétype, ou du moins de manière aussi burlesque. Cette année sort le film Oppenheimer de Christopher Nolan que j'ai très très hâte de voir. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Robert Oppenheimer est un des physiciens qui a énormément œuvré à la création de la bombe nucléaire en temps de guerre. Par la suite, il a regretté toute sa vie sa participation à l'invention de cette arme et en 1848, il déclare à un journaliste du Time, je cite: « L'expérience de la guerre nous a légué un héritage d'inquiétude. Nulle part ce sentiment de responsabilité n'est plus aigu que chez ceux qui ont participé au développement de l'énergie atomique à des fins militaires. La physique qui a joué un rôle décisif dans le développement de la bombe atomique est directement issue de nos laboratoires et de nos revues. Dans une certaine mesure que nulle vulgarité, nul humour, nulle exagération ne saurait effacer, les physiciens ont connu le péché et c'est une expérience qu'ils ne peuvent oublier. » On retrouve, je trouve, dans cette citation l'aspect divin qui s'accroche toujours à cet archétype un peu du savant et du scientifique. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette petite citation et j'espère que le film Oppenheimer sera bien. Voilà, on verra ça tous ensemble. Ils n'en auront peur que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront que quand ils l'auront utilisé. Alors maintenant, on va enchaîner avec le robot. Et pourquoi le robot et pas les deux autres que je vous présenterai après? Eh bien parce qu'il existe des robots savants fous. En fait, j'avais envie de prendre comme exemple Ash, David et Walter, les androïdes scientifiques dans la saga Alien, qui exposent volontairement leur équipage à un danger de mort, mais comme c'est pour la science, eh bien ils en ont rien à carrer. David, dans Prometheus, ira même jusqu'au meurtre. Pour moi, ils sont l'archétype du savant fou, mais étant donné qu'ils sont des androïdes, j'ai préféré les aborder que maintenant pour vous présenter l'archétype du robot. Bon, je vais pas vous décrire ce qu'est un robot, vous pensez tous et toutes en ce moment même à un ou plusieurs robots qui ont marqué vos esprits. Là encore, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas que des robots malveillants. J'ai grandi avec Wall-E, Robots, le géant de fer, et comment ne pas penser à R2D2 et ses 3PO. Et aussi, dernier coup de cœur, Chappie, film réalisé par Neil Blomkamp, je sais pas comment on dit, celui qui a aussi fait District 9. Donc dans la veine des robots attachants qu'on aimerait adopter et protéger des méchants humains, c'est un film très important. Bref, il y a autant de bons robots que de méchants robots dans la SF, et ils ne provoquent pas chez nous les mêmes émotions. Desire is irrelevant. I am a machine. Jusqu'ici, on pense que le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre de science-fiction RUR, Rossum's Universal Robots, écrite en 1920 par le tchécoslovaque Karel Čapek. Le mot aurait été créé par son frère Joseph à partir du mot tchèque robota qui signifie travail ou corvée. D'ailleurs, c'est notamment avec cette pièce de théâtre que l'on va commencer à construire une crainte pour les automates et les robots. En effet, dans la pièce, les robots se retournent contre leur créateur et les déciment entièrement. L'androïde dans le Métropolis de Fritz Lang devient lui aussi dangereux et dépasse le contrôle de son créateur.
On peut également penser au film allemand Le Golem, réalisé par Paul Wegener en 1920, où un savant crée une statue d'argile pour protéger les habitants d'une ville, mais celle-ci finira par se retourner contre son créateur et terroriser la population. Ici, on parle d'une statue d'argile et pas d'un robot, mais cela reste une création qui échappe au contrôle de l'inventeur et le trahit. Cette vague de la création qui se retourne contre son créateur révèle une certaine crainte pour l'industrialisation qui est juste en pleine expansion à cette époque. Mais quelqu'un va arriver dans l'histoire pour changer tout ça, attention. Quand on pense aux robots, on pense forcément à Isaac Asimov. En même temps, le gars a quand même à son nom le grand livre des robots, rien que ça. Donc ce que va faire Asimov, c'est surtout interroger la place du robot dans notre société, sa cohabitation avec les humains, et ce de manière purement rationnelle, scientifique et bienveillante. Pour ce faire, il invente les fameuses 3 lois de la robotique. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ces 3 lois vont faire que l'archétype du robot, dans l'imaginaire collectif, soit plus contrôlable et moins menaçant pour l'homme. En gros, qu'il est possible pour l'homme de contrôler ses propres créations sans subir de châtiment divin, bordel. Et c'est très novateur pour son époque, car depuis l'industrialisation et les guerres mondiales, les gens ils ont plus trop foi en la science et ils crachent un peu sur les progrès technologiques. Donc Asimov il est vraiment à contre-courant, en mode les gars, nos machines, si on instaure un cadre, en fait ça peut marcher. Donc voilà, donc Asimov est sûrement celui qui a œuvré le plus à l'aspect bienveillant et bénéfique de l'archétype du robot. Je vais pas m'attarder sur lui parce qu'on pourrait en faire un épisode de 4 heures, mais j'étais obligée de le citer parce qu'il a énormément œuvré à la construction du robot et de l'intelligence artificielle comme on les entend aujourd'hui. Intelligence artificielle, et oui, forcément qu'on va en parler. Alors, en écrivant cet épisode, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les IA qui ne sont pas matérialisées en Android, mais qui sont juste des super ordinateurs, ce sont souvent les grands antagonistes de l'histoire. Par exemple, l'IA de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec son œil rouge, comment il s'appelle ? HAL 9000, je crois. Otto dans Wall-E, Vicky dans iRobot, ou Skynet dans Terminator, et j'en passe. Voilà, en fait, j'avais remarqué ça, mais pourquoi ce sont les IA dématérialisées qui font le plus peur ? Parce que oui, dans iRobot ou Wall-E, les androïdes s'en sortent très bien, mais les IA dématérialisées, c'est ciao, quoi. Est-ce que c'est parce que justement elles ne sont pas anthropomorphisées ? Elles ne nous ressemblent pas, du coup on les aime pas ? Est-ce que c'est parce qu'elles agissent un peu comme des forces métaphysiques incompréhensibles, que leurs voix et leurs agissements sont impalpables, comme le diable ? J'en sais rien, je vais sûrement trop loin, mais j'aimerais bien creuser là-dessus. Je ferme la parenthèse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, bien évidemment. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Mais alors du coup, qu'est-ce que symbolise le robot ou l'IA ? Quels sont leurs rôles dans les histoires de SF ? Quelles questions nous font-elles poser ? Dans la grande majorité des cas, les robots sont des archétypes narratifs qui mettent le spectateur nez à nez avec sa propre humanité. Les robots permettent de redéfinir notre libre arbitre, déjà. Est-ce que parce que je fais des choix et des actions que je suis humain ? Ils permettent de redéfinir notre conscience. Est-ce que parce que je pense que je suis ? Est-ce que parce que je suis que j'ai une âme ? Voilà, le robot nous rappelle sans cesse les critères de l'humanité, conscience, pensée, émotion, amour. C'est pour ça que la plupart des robots nous ressemblent et qu'ils ont une forme humanoïde, en fait. Le robot interroge aussi notre rapport à des intelligences autres que les nôtres. Le film Her de Spike Jonze ou Ex Machina de Alex Garland se demande brillamment si l'on peut tomber amoureux d'une IA ou d'une machine, alors qu'on entend de plus en plus de personnes déclarer être en couple ou se marier avec des avatars dans notre monde aujourd'hui. Et là, ça soulève encore une autre problématique qui, je pense, est la solitude. En effet, les humains vont parfois créer des robots pour avoir une oreille, une épaule, quelqu'un qui les comprendra et qui ira toujours dans leur sens, quelqu'un qui remplira tous les besoins qu'un humain ne peut remplir sans contrainte. Nous créons les robots pour nous servir, dans ce cas, les robots seront toujours là pour nous écouter, nous conseiller, parler avec nous, etc. Mais alors, si le robot fait tout mieux que les humains, cela met en exergue aussi les rapports qu'ont les humains entre eux. Et oui, est-ce qu'on va tomber dans une société où chacun aura comme amant ou amante une IA, le choix de la facilité, ou va-t-on continuer à vivre les joies et les déboires de l'amour dans sa véracité la plus pure ? Comme exemple, dans La Future d'Auguste de Villiers, le protagoniste tombe amoureux d'une femme belle, mais trop sotte à son goût.
Oh mon dieu. Et un ingénieur lui propose une gynoïde pour la remplacer qui sera à la fois magnifique et très intelligente, ce qui n'était pas le cas avec l'humaine. On passera sur la misogynie de l'œuvre, mais tout ça pour dire que si le robot nous ressemble tellement, c'est peut-être pour nous remplacer et remplacer tous nos défauts parce que les humains sont tellement décevants, alors que les robots ne nous décevront jamais. Donc je pense que ça peut donner une indication quant à l'humanisation systématique des robots. Mais comment insuffler la vie à quelque chose quand on ignore l'origine de la vie? Comment rendre humain quelque chose qui ne l'est pas? Comment donner une conscience, des capacités d'empathie, d'amour quand on ignore encore comment tout cela se manifeste dans notre cerveau d'humain? Comment apprendre à quelqu'un un langage sans même en connaître l'alphabet, me direz-vous? Peut-être que les robots détiennent la clé de notre essence et qui seront ceux qui répondront enfin à la question existentielle de notre humanité. Voilà toutes les questions que soulève l'archétype du robot à mon sens, et même si on peut avoir l'impression qu'il a été recyclé et recyclé encore, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous raconter, surtout lorsque l'on considère les avancées technologiques d'aujourd'hui. Voilà déjà pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Vous aurez la surprise des 2 prochains archétypes qu'on va voir, peut-être que vous avez déjà vos petites idées. Mais voilà, je trouvais que c'était important de parler de ces archétypes parce que c'est un peu, on va dire, les figures éternelles de la SF et donc pour moi c'est intéressant de les analyser. Même si avec un petit épisode comme ça, je peux pas aller en profondeur, je trouve que c'est quand même intéressant d'analyser et de voir un peu d'où ils viennent et comment ils ont évolué. Voilà, mais peut-être que j'approfondirai tout cela dans d'autres épisodes. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un petit retour ou à laisser un avis. Je serai très contente. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode.